Salut à toi, jeune auditeur. Savais-tu que cette vidéo est la suite d'une première partie que tu peux découvrir en cliquant sur la barre qui va s'afficher juste ici? Alors pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu préfères rester là sans rien biter de ce que je dis, ou alors te mettre à la page et regarder la première partie? Moi je pense que la question elle est vite répondue, donc soit tu cliques pour te mettre au niveau, soit tu restes dans le caniveau. Bisous. Bon, si vous êtes toujours là, j'estime que vous avez vu la première partie, du coup on va reprendre là où on s'était arrêté, c'est-à-dire au moment de l'arrivée de la troisième étude qui portait donc cette fois sur 1061 patients. Cette fois, et comme pour la deuxième étude, les patients étaient traités avec une combinaison hydroxychloroquine plus azithromycine qu'on appelle désormais le protocole Raoult. Je sais pas du tout pourquoi j'ai fait cet accent russe. Et devinez quoi, l'étude n'a pas de groupe contrôle. Franchement, je sais pas quoi vous dire, j'y croyais hein. J'y croyais. Alors vous allez peut-être me dire que si on a quand même une méga différence de malades, Covid, tu l'as, ok yes. Genre ok, s'il y a 0 mort sur 1061, ouais ok. Mais déjà c'est pas le cas, hein. Là on est à 0,75% de mortalité dans l'étude, c'est-à-dire à peu près la létalité du Covid. Hein. Oui je dis le Covid. Voilà. Mais faut pas oublier qu'à ce moment-là, justement, on la connaissait pas. Donc fallait absolument pouvoir comparer avec un groupe contrôle pour être sûr qu'un effet observé soit vraiment dû au traitement. Et là, comme on peut rien comparer du tout, on a qu'à aller se faire mettre. Quand même, faut pas exagérer. Bref, 0,75% de mortalité, c'est vraiment pas ouf comme résultat. Y a pas de quoi faire la danse de la chloroquine. Comme d'hab, si vous voulez une analyse détaillée de cette troisième étude, bien sûr ça existe et bien sûr c'est dans les sources. À ce moment-là, j'ai commencé à me dire qu'il y avait vraiment un truc pas net dans cette histoire. Parce que c'est pas comme si on parlait de critères ultra techniques là. On parle juste d'avoir un groupe contrôle. Je veux dire, c'est la base d'un essai clinique. Et du coup, ce problème soulève un dilemme assez dérangeant dans ce qu'il implique. C'est-à-dire que soit Raoult est incompétent au point de ne pas réaliser l'importance d'un groupe contrôle, ce qui ferait de moi quelqu'un de plus calé que lui. Bon, je pense pas, hein. Soit il cherche à nous raconter une histoire qui lui donne raison, en omettant volontairement d'utiliser un design d'étude qui risquerait de compromettre les résultats auxquels il souhaite arriver. Et j'avoue que bien que cette dernière version ne me plaise pas des masses, à ce moment-là, je commence à l'envisager. Du coup, je me suis intéressé d'un peu plus près au personnage, à commencer par ce statut de premier expert mondial. Oui, parce que au final, tout ça, c'est basé sur un site web qu'il place numéro 1 parce qu'il a beaucoup publié d'articles. Ok, mais moi, je sais pas trop ce que ça vaut. Donc, en fait, en creusant un peu, je tombe sur un tweet du site Expertscape. C'est pas facile à dire, ok? Enfin, à part si tu le dis méga lentement, genre Expertscape. Bref, dans ce tweet, ils disent qu'ils approuvent pas trop cette pratique de publication en rafale et que leur algorithme est basé sur un protocole de publication américain qui visiblement permet pas trop ce genre de choses. Alors là, ça m'interpelle parce que du coup, il faut vérifier si ça a vraiment du sens de publier autant. Et du même coup, si ça implique pas d'autres avantages. Et autant vous dire que j'ai pas beaucoup aimé ce que j'ai trouvé. Dans un rapport de 2017, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui fait donc partie des organes de contrôle de l'État, a conclu que sur l'ensemble des études publiées par l'IHU de Marseille co-signées par Raoult, 96% étaient sans intérêt du fait de ne pas être cités dans d'autres revues. Il faut savoir aussi que chaque publication permet de gagner des points qui en gros correspondent à des subventions accordées durant 4 ans. Or, sur toutes les études publiées sur plus de 10 ans, je vous évite le calcul, ça fait des dizaines de millions d'euros engrangés par l'IHU. Donc la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a autant publié, elle se pose carrément. Et avant de m'insulter, sachez que pour moi ça remet pas du tout en cause ni ses compétences, ni son parcours. Donc la team pro Raoult, calmez-vous dans les commentaires, ok? Ça reste un grand chercheur, pas de doute là-dessus. Mais ce que je dis, je l'invente pas, c'est des faits qui viennent de documents officiels. Moi je ne fais que vous les transcrire en prose. Bon après si vous croyez que ces rapports sont frauduleux, bon, on est sur un autre type d'accusation. Tiens d'ailleurs en parlant de fraude, vous saviez vous que Raoult et 4 de ses co-auteurs avaient été interdits de publication pendant 1 an dans toutes les revues de la Société américaine de microbiologie pour fraude dans l'un de leurs articles? Bien joué! Donc quand Raoult nous dit « Je n'ai jamais fraudé de ma vie », j'aurais plutôt tendance à dire Une question de point de vue. on va être honnête, ça commence à faire beaucoup tout ça. Et le problème c'est qu'à ce moment-là, on n'était toujours pas fixé sur l'hydroxychloroquine. Parce que les études qui ont commencé à sortir, en fait elles se contredisaient vachement. Une fois ça marchait, une fois ça marchait pas. Bref, c'était un peu le bordel. Mais bon, au début c'est normal que ça parte un petit peu dans tous les sens. Je vous propose d'écouter ce qu'en disait Étienne Klein au micro de France Inter il y a quelques mois de ça. La recherche, ça consiste en effet à s'engueuler, à ne pas être d'accord. Et les chercheurs qui se sont beaucoup mobilisés pendant cet épisode réussissent en ce moment à faire parler un bout du réel, de sorte que certaines questions qui étaient mal traitées parce que les opinions des uns se heurtaient aux opinions des autres, finissent par converger dans ce qu'on appelle un consensus scientifique. La science, c'est pas un scientifique qui parle, c'est l'organisation de la controverse. Comme disait Karl Popper, la science, c'est la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. Donc avant de réussir à faire parler un bout du réel, il faut commencer par s'engueuler.
Bon, heureusement, les choses ont fini par se préciser, mais ce qui explique que ça ait pris du temps et qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les études scientifiques ne se valent pas. Or, les premières études qui sont sorties étaient pour la plupart rétrospectives et à la méthodologie bien plus faible que les études randomisées qui sont arrivées plus tard, et donc elles avaient moins de chances d'arriver systématiquement aux mêmes conclusions. Et quand on se tourne vers ces études un peu plus robustes, ça devient tout de suite plus clair. L'hydroxychloroquine, ça n'a pas l'air de fonctionner, et ce, quel que soit le moment, quelle que soit la dose, quelle que soit la sévérité des cas traités. Sauf que maintenant, faudrait savoir ce qu'il en est du fameux protocole Raoult qui a été utilisé dans la deuxième et la troisième étude. Et là, c'est vrai qu'on trouve beaucoup moins de données. En fait, il n'y a que 2 essais randomisés qui le reprennent. Mais bon, les 2 disent que c'est pas efficace, et même si c'est pas beaucoup, on n'a pas vraiment de raison de penser l'inverse. Parce que des études similaires ont été menées sur des primates, et même résultat. Donc là, alors que les éléments invalidant le traitement de notre druide marseillais commençaient sérieusement à s'accumuler, c'est là qu'est arrivé le gros scandale qui a tout chamboulé, probablement l'événement le plus marquant de toute cette affaire. Je veux bien sûr parler de l'étude du Lancet. Pour ceux qui débarquent, je vous la fais courte, en gros c'est une vaste étude parue fin mai 2020 dans la revue The Lancet et qui a conclu que le protocole Raoult était dangereux car il augmentait la mortalité de l'ordre de 20%. Et comme c'était une des plus prestigieuses revues médicales au monde qui la publiait, ces résultats ont été pris très au sérieux. Du coup, vive réaction dans un premier temps, menant carrément à la suspension de plusieurs essais cliniques comme Recovery ou Solidarity, puis énorme coup de théâtre, l'étude était en fait totalement bidonnée, finit par être rétractée quelques jours plus tard avec les plates excuses de la revue. Enfin voilà, donc le bon gros scandale dont on avait bien besoin à ce moment-là. Alors pourquoi je trouve important d'en parler? Pas pour la décortiquer, elle était bidon, elle a été retirée, fin de l'histoire. Mais elle soulève selon moi une question assez légitime qui est de savoir si le laboratoire Gilead n'aurait pas usé de ses influences pour torpiller l'hydroxychloroquine à travers cette étude afin de promouvoir le Remdesivir, son traitement ultra cher à 2000 balles la dose. Parce que bon, il n'y a pas à discuter. Gilead, quand on voit ce qu'ils ont réussi à vendre à l'Union Européenne alors qu'ils savaient que l'efficacité de leur traitement était tout sauf démontrée, on peut dire que c'est un petit peu l'archétype du labo pourri. Du coup, le soupçon est parfaitement légitime et pour le coup, il était justifié car il est clair que cette étude-là était une immense fraude qui n'a pas sa place dans la littérature scientifique. Et c'est clair qu'elle a eu un impact hyper négatif sur l'hydroxychloroquine et c'est déplorable, parce que c'est bien possible que ce soit un coup de Gilead. Tout ça c'est vrai. Par contre, c'est totalement faux de dire que c'est cette étude qui a enterré l'hydroxychloroquine au profit du Remdesivir, parce que c'est plutôt autour des gros essais comme Recovery et Solidarity que le consensus scientifique s'est constitué. Or, tous les deux concluent à l'inefficacité de l'hydroxychloroquine et du Remdesivir. D'ailleurs, aujourd'hui, l'OMS ne recommande pas plus l'un que l'autre, ce qui montre bien que du côté scientifique, du moins, Gilead n'a pas pu tourner la réalité à son avantage. Et pour ceux qui pensent qu'on est carrément sur du Big Pharma versus hydroxychloroquine, faut m'expliquer pourquoi le seul traitement aujourd'hui reconnu par l'OMS, c'est la dexaméthasone, qui est un corticoïde bon marché et connu de longue date. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Donc si le but était vraiment de torpiller l'hydroxychloroquine juste parce qu'elle était efficace et pas cher, je suis pas sûr que les lobbies pharmaceutiques auraient laissé passer un autre médicament ayant les mêmes avantages concurrentiels. Je sais pas. Concernant les conflits d'intérêts, j'aimerais juste préciser que quand on mentionne leur existence dans une étude par exemple, 1, il faut pouvoir le démontrer, et 2, il faut pouvoir démontrer en quoi ce conflit d'intérêts a influencé l'étude, sinon l'argument vaut que dalle. Tu peux pas juste dire « ouais ça vaut rien parce que c'est financé par Big Pharma, ou l'OMS, ou Bill Gates, ou les Illuminati, ou les reptiliens », ou bref, critiquer l'étude du Lancet et pointer du doigt les magouilles de Gilead, il faut le faire, mais ça change pas le sort de l'hydroxychloroquine. Et au final, pour moi, cette affaire du Lancet, elle démontre malgré tout que la science va pas si mal en réalité. Et je crois qu'Étienne Klein est d'accord avec moi. On a retiré un article, mais Nature aussi a retiré des articles. Et ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que si vous publiez un article et que, au bout de quelques jours, des gens ont trouvé les moyens de le critiquer parce que sa méthodologie n'est pas correcte, il est retiré. Et c'est ça la science. On corrige ses erreurs. Par contre, quand vous recevez quelqu'un qui dit des bêtises à votre micro, est-ce que quelques jours plus tard, il revient pour dire « excusez-moi, je me suis trompé ». En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette affaire n'a pas été la cause de l'abandon de l'hydroxychloroquine à travers le monde. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, j'aimerais répondre à cet argument qui dit que puisque l'hydroxychloroquine est soi-disant recommandée dans des pays qui comptent plus de 4 milliards de personnes à travers le monde, en s'appuyant pour ça sur une infographie diffusée par l'IHU de Marseille, ça prouverait son efficacité. Alors déjà, c'est pas parce qu'on autorise un truc que c'est efficace, mais surtout, et c'est là tout le problème, cette infographie, elle est fausse. Ah merde, ça me coupe les jambes ça. J'en veux pour preuve cette carte qui est accompagnée de tous les rapports actualisés de tous les pays qui fournissent les données à ce sujet. Du coup, vous pouvez vérifier en temps réel. Donc après, je vous laisse en tirer les conclusions que vous voulez. Il y a un autre argument que j'entends souvent, c'est celui qui concerne la soi-disant interdiction de l'hydroxychloroquine en janvier 2020, laissant place à toutes sortes de théories du style l'hydroxychloroquine a été interdite en janvier comme par hasard car la pandémie était planifiée par Bill Gates qui veut nous contrôler à distance en nous injectant un vaccin avec des nanoparticules activées par la 5G et nous réduire à l'état de cyberesclaves. Yeah.
Sauf que c'est faux. Alors je vais pas rentrer dans les détails, je vous mets la source en description, mais en gros c'est l'aboutissement d'un changement de classification de la vente libre à la vente sous ordonnance, dont la procédure a été initiée en 2018. Donc c'est pas une interdiction et ça a rien à voir ni avec la pandémie, ni avec Raoult, ni avec ta sœur. Voilà, donc tu peux foutre cet argument à la poubelle parce que, comment dire, c'est de la merde. Et voilà, c'est ça, je cherchais le... Autre argument célèbre, probablement un des best-sellers, c'est le fameux taux de mortalité super bas de l'IHU pendant toute la pandémie. Comme on peut le voir sur ce tableau publié par l'IHU, leur mortalité était à peu près 10 fois inférieure à celle de la ville de Marseille et même du reste de la France. Alors comment expliquer cette différence, si ce n'est en admettant que le traitement fonctionne, puisque là-bas on semble mourir moins qu'ailleurs? Eh ben c'est pas aussi simple, vous vous en doutez, et si vous en doutiez pas... Tant pis pour vos tronches. D'abord, il faut savoir que l'IHU avait bien plus de tests que n'importe quel établissement européen. Raoult disait même avoir le plus haut taux de dépistage du monde. Et c'est bien possible, hein, parce que l'IHU avait réussi à obtenir des réactifs alors que c'était la méga pénurie généralisée de ton oncle en Bermuda. Et attention, je critique pas, au contraire, c'est clairement une prouesse à saluer, y a aucun doute là-dessus. Par contre, tu peux pas trop comparer ça au reste de la France, parce que la consigne c'était tu restes chez toi, et si t'es mal, tu viens te faire tester, vu qu'il y avait pas de test. Alors qu'à l'IHU, c'était plutôt viens faire un tour du côté de chez Raoult. Donc chez lui, il y a forcément eu des asymptomatiques qui ont fatalement fait baisser le taux de mortalité par cas. Mais il y a un autre truc encore plus important, c'est que la plupart des gens testés à l'IHU, ils ont pas été hospitalisés. Je rappelle au passage qu'il n'y a pas de service de réanimation à l'IHU, donc ils sont repartis chez eux avec une ordonnance et basta. Ce qui fait que si leur état de santé s'était par la suite dégradé au point de devoir être hospitalisés et qu'ils finissent même par en mourir, paix à leur âme, ils ont zéro chance d'apparaître dans les statistiques de l'IHU. Donc vu ces deux éléments, je pense qu'on peut rester prudent sur ce chiffre et pas lui accorder trop d'importance. Et on va dire qu'avec mon degré de confiance envers Raoult à ce moment-là, qui était plutôt en mode le moins qu'on puisse dire, c'est que moi j'y ai pas super cru de ouf. Au contraire, le constat que je redoutais semblait plutôt se confirmer. Mais bon, je savais aussi qu'il fallait encore attendre un petit peu pour avoir enfin des réponses vraiment solides via les méta-analyses qui sont les études avec le plus haut degré de preuve scientifique. En gros, une méta-analyse, c'est un travail purement statistique qui consiste à faire une synthèse de plusieurs études de terrain afin de répondre de la manière la plus précise possible à une question posée. Par exemple, tel traitement réduit-il la mortalité de telle maladie? Avec une méthodologie rigoureuse et des critères spécifiques qui vont permettre de filtrer les différentes études, on va obtenir un résultat avec une haute fiabilité statistique car la méthode aura permis d'écarter les études les moins fiables. Et justement, des méta-analyses, il y en a eu quelques-unes. Il y en a eu 14 exactement et sur les 14, il y en a 13 qui concluent à une inefficacité de l'hydroxychloroquine et une seule qui conclut l'inverse. Je vous laisse deviner qui l'a réalisé. L'Institut Pasteur ? Ok, je sors. Et je vais pas la détailler ici, mais une fois de plus, il y a beaucoup de choses qui vont pas dans cette méta-étude. Je vous laisse checker les sources si vous voulez en savoir plus. De l'autre côté, il y en a une qui a été menée par de jeunes chercheurs indépendants qui ont fait ça sur leur temps libre, donc pas de conflit d'intérêt, et qui ont réalisé en parallèle des vidéos explicatives très cool qui détaillent leur méthode. Donc transparence totale sur leur travail. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que si vous allez voir cette série de vidéos, vous allez vite comprendre que pour accéder au statut de méta-analyse, il y a pas mal de critères à remplir. Or, il y a un dernier truc que je voulais aborder avec vous, car ça va me permettre d'arriver à une conclusion. Oui, parce que à un moment donné, faut conclure quoi. C'est un site web dont Raoult a parlé dans une de ses vidéos et qui m'a particulièrement interpellé. Écoutez plutôt. Il y a un site très très bien fait, sur lequel on va vous faire une petite démonstration, qui s'appelle c19study.com, qui analyse toutes les publications qui sont faites sur tous les traitements. Donc il y a maintenant 160 études sur l'hydroxychloroquine. La somme de toutes ces données dit qu'il y a un bénéfice dans 64% des cas où il y a un traitement précoce et dans 26% des cas où il y a un traitement tardif. Alors il faut savoir que le site en question est aussi connu sous le nom hcqmeta.com, qui est juste un clone en fait de C19 Study, à moins que ce soit l'inverse, ce qui en réalité n'a aucune espèce d'importance. Et d'autres personnalités l'ont mise en avant, comme par exemple le conférencier Idriss Aberkan, que j'aimais plutôt bien jusqu'ici. La chloroquine, ça marche, c'est scientifiquement démontré, les méta-analyses le prouvent, et c'est disponible donc sur l'excellent site HCQ Meta. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que, en fait, ce site, comment dire, C'est de la merde. Ah non, là c'est bien pire que ça. Là c'est l'incarnation de l'antiscience, la désinformation à l'état pur, le paroxysme de la mauvaise foi. Je m'explique. Déjà, le site se veut une méta-analyse, ce qui implique par exemple d'en mentionner les auteurs. Et là, il y a juste zéro nom. C'est pas qui a fait ce truc, quelles sont leurs compétences, leurs liens d'intérêt avec tel ou tel labo. Ensuite, normalement, on doit soumettre le protocole à une plateforme qui s'appelle Prospero et qui permet justement aux autres scientifiques d'avoir accès au design de l'étude. Et là, rien non plus. Bon, d'après Jordanix, oui c'est un confrère, on est du même village, ils auraient pas trouvé les feux rouges sur l'image au moment de l'inscription sur la plateforme. Ah bah oui, ça doit être ça. Mais bon, ça dit rien de l'étude en elle-même, alors examinons. Déjà, énorme problème, ils placent toutes les études au même niveau, ce qui est juste exactement ce qu'il faut pas faire dans une méta-analyse, qui doit justement, entre autres, quantifier le degré de fiabilité de chaque étude pour ne garder que les plus balèzes.
Mais les amis, tout ça n'est rien à côté de ce qui vient, à savoir quand on se penche un petit peu sur les études recensées. Alors je vais à mon tour vous faire une petite démonstration en prenant un des très nombreux exemples qui posent problème. J'ai choisi un des papiers les plus récents et qui avait un des meilleurs résultats. Donc j'ai pris cet article là du 8 janvier qui montre un résultat de 95%. 95% d'efficacité, c'est impressionnant. Et là vous allez voir à quel point c'est n'importe quoi. Déjà, quand on lit le titre de l'étude, on se rend compte qu'il parle pas du tout d'hydroxychloroquine. En fait, c'est même pas un essai clinique pour évaluer des traitements. C'est juste une étude sur les caractéristiques épidémiologiques et virologiques des patients atteints de Covid-19 au Kazakhstan. Allez, ça devient débile, je m'en vais. Bon, bah on va quand même lire l'étude pour voir. Bon bah c'est vite vu, le mot hydroxychloroquine n'apparaît nulle part dans toute l'étude. Nulle part. Enfin si, j'ai trouvé un tableau qui montre ça. En gros, on voit que 23 patients de l'étude prenaient de l'hydroxychloroquine et qu'ils ont survécu. Et ça, c'est une étude qui, selon le site, réduit la mortalité de 95% alors même que l'étude n'en fait aucune mention. Et bien sûr, elle va peser autant qu'une étude randomisée en double aveugle, tout ce que tu veux. On en est à ce niveau-là. Et c'est ça que Raoult et Aberkan considèrent comme de la littérature scientifique. Faut arrêter de dire que la chloroquine, le problème est réglé, il est surtout réglé pour ceux qui ne regardent pas la littérature. Ceux qui regardent la littérature ne pensent pas la même chose. Ouch! Si jamais je vous ai mis dans les sources une vidéo qui reprend d'autres études qui apparaissent sur le site, vous allez voir, c'est complètement une blague. Bref, franchement, je vois pas comment on peut continuer à accorder du crédit à un scientifique qui nous dit qu'un site comme celui-ci est une référence, alors que ce truc est juste une insulte à la science. Alors que les choses soient claires, je cherche pas ici à clore le débat sur l'hydroxychloroquine, c'est pas l'objet de mon analyse. Et je serais très heureux de revoir ma position si de nouveaux éléments venaient contredire mes conclusions. En fait, je voulais simplement vous montrer comment mon avis s'est progressivement forgé tout au long de cette histoire, et à quel point cette dernière révèle selon moi le rôle primordial des scientifiques dans les situations de crise, et surtout l'impact que peut avoir leur manière de communiquer à une époque où la parole de n'importe qui peut faire le tour du monde en quelques heures. Ce que démontre à mon sens l'emballement autour de cette affaire, et j'en ferai ma conclusion, c'est qu'en fait j'ai l'impression que d'habitude les sujets de société c'est pas vraiment des sujets scientifiques. Genre personne n'a jamais fait une émission en prime time sur la découverte du boson de Higgs par exemple. Tout simplement parce que tout le monde s'en fout en fait. La plupart des découvertes scientifiques elles impactent pas directement notre vie, donc on n'en fait pas des sujets de société. Je vous laisse une dernière fois avec Étienne Klein qui une fois de plus a su trouver selon moi les mots justes pour apporter sinon des réponses, du moins des pistes d'explication qui peuvent nous aider à mieux comprendre comment et pourquoi cette affaire est devenue un tel sujet de société. Oui, j'aime bien Étienne Klein, qu'est-ce qu'il y a ? Quand il y a une épidémie, évidemment qu'on doit tenir compte de ce que les experts savent et aussi de ce qu'ils disent ne pas savoir. Et un expert qui ne sait pas devrait dire « si le monde était normal, je ne sais pas ». Sauf que s'il dit « je ne sais pas » ou s'il fait des phrases truffées de conditionnels, il va être médiatiquement débordé par quelqu'un qui tranche les questions avec un ton très assuré. Et donc c'est assez délicat. Moi je pense que quand on est dans un régime d'épidémie assez angoissant, on a besoin de certitudes et on va les trouver là où des gens nous les proposent. Ce qui m'a choqué, c'est la façon dont on a traité toute cette histoire de la chloroquine, comme si le réel ne comptait plus. Ce qui comptait, c'était l'autorité qu'on accorde à la parole de l'un ou de l'autre. Et beaucoup de gens avaient une opinion tranchée, comme on l'a dit sur ce médicament, sans même savoir ce que c'est. Et c'est ça qui me fascine, si vous voulez. Comment le militantisme peut se décorréler de la connaissance. Nous avons en fait une mauvaise connaissance de nos connaissances. Tous les Français savent que l'atome existe. Mais combien savent dire comment on a su que l'atome existe? Et le fait qu'on ait comme ça une très mauvaise connaissance de nos connaissances fait que nous les traitons un peu comme des croyances. Et comme dans beaucoup de canaux de communication circulent à la fois des informations, des connaissances, des croyances, des commentaires, etc., les statuts respectifs de ces différents éléments se contaminent. Les connaissances sont considérées comme les croyances d'une communauté particulière. Les croyances sont considérées comme des connaissances d'un certain type. Et comme nous avons tendance à croire que les idées que nous aimons sont plus vraies que les autres, nous n'exerçons plus notre esprit critique lorsque la thèse qui est avancée, sans être argumentée, nous plaît davantage que son contraire. Rien à ajouter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que si c'est le cas, c'est hyper important de lâcher un petit pouce bleu. Pourquoi pas un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner avec la cloche pour être notifié. Enfin bref, vous connaissez le principe. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, à ne pas manquer puisqu'elle sera sur les vaccins. D'ici là, portez-vous bien et soyez zététiciens. Ciao!